Bienvenue dans La Truffe dans la Gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Je suis vétérinaire pour animaux de compagnie, et si je suis honnête, on ne m'a jamais vraiment appris la biodiversité. On m'a appris à soigner des chiens, des chats, même des chevaux et des animaux de rente, mais la biodiversité au sens large, le vivant dans son ensemble, les équilibres, le lien entre santé animale, humaine et environnement, on ne m'en a pas assez parlé dans ma formation pour que je me sente aujourd'hui armée sur le sujet. Je suis incapable de reconnaître une fouine d'un furet et ça surprend souvent qu'une vétérinaire soit si peu formée à la faune sauvage. Pourtant, la question de l'environnement, de l'écologie, de la biodiversité me touche profondément. Et je suis convaincue d'une chose, les vétérinaires devraient être au cœur de ces enjeux de biodiversité pour pouvoir aussi guider les propriétaires. Sauf que dans la réalité, aujourd'hui, on ne l'est pas. Pas par manque de bonne volonté, mais par manque de formation, de repères, de traduction concrète pour la pratique. Alors aujourd'hui, à l'occasion du podcaston, j'ai voulu donner la parole à une association qui s'engage exactement sur ce sujet, Vétérinaires pour la biodiversité. Pour cela, j'ai invité son trésorier, Alex Latuyère. L'objectif de cet épisode est simple, arrêter de penser que ce n'est pas notre rôle, montrer que oui, on peut agir, que l'on soit vétérinaire ou propriétaire d'animaux. Si à la fin de cet épisode vous vous dites « il faut que je change un truc », alors ma mission est réussie. Bonjour Alex. Bonjour Charlotte, merci de ton invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et expliquer comment et pourquoi tu es arrivé chez Vétérinaires pour la biodiversité ? Eh bien, comme toi, je suis sorti de l'école de Lyon un peu plus tard, en 2018. J'ai une formation mixte canine rurale, c'est-à-dire que je travaille à la fois avec les petits animaux et les grands animaux. Et j'ai eu un parcours assez atypique quand même. Après l'école, je me suis formé un peu en rural et canine dans l'Allier. Mais très rapidement, je suis parti sur des territoires un peu inexplorés pour les vétérinaires. Je suis parti aux îles Kerguelen, travailler avec le CNRS et l'Institut polaire pendant 2 ans sur 2 missions consécutives sur les éléphants de mer. À mon retour, j'ai travaillé en Haute-Savoie, dans les Aravis, au pays du reblochon. Et ensuite, je suis reparti dans des territoires un peu plus exotiques. J'ai fait après un peu moins d'un an et demi dans un sanctuaire pour grands singes au Gabon, au parc de la Lékédi. Et à mon retour, donc je suis rentré fin 2023 et depuis, je suis à Chambéry où je fais des urgences canines à domicile, ce qui permet d'avoir... donc c'est des gardes un peu comme SOS Médecins, mais pour les animaux. Et ça permet d'avoir du temps libre pour m'investir sur d'autres projets, donc faune sauvage. J'aide un petit peu sur mon temps libre au centre de soins de la faune sauvage du Tétra Libre vers Chambéry. Mais aussi, je travaille avec l'Office français de la biodiversité et les services départementaux vétérinaires pour la gestion sanitaire du cas de brucellose qu'on a sur le massif du Bargy et des Aravis en Haute-Savoie et Savoie, donc sur les captures de bouquetins. Et également mon investissement à VPB qui a commencé dès mon retour en France. À tes yeux, pourquoi la biodiversité, c'est un enjeu de santé animale et pas seulement un sujet d'écolo ? Dès qu'on parle environnement ou biodiversité, changement climatique, pollution, c'est très facile de mettre le mot écolo dessus et de dire que c'est une belle porte de sortie de dire c'est une préoccupation d'écolo. Pourquoi la biodiversité et santé animale ? Les exemples, il y en a plusieurs. Le plus récent qui me vient en tête, c'était cet été au lac du Bourget, en Savoie. On a eu 3 chiens qui sont morts après de l'ingestion de l'eau, contaminés par des cyanobactéries. Donc c'est un lien direct entre environnement, évolution du climat également, c'est des bactéries qui se développent sur des eaux chaudes et stagnantes, et la santé animale, avec des conséquences directes. On a également un lien direct avec la santé humaine, vu que dès qu'on a diagnostiqué ces cas, la baignade a été interdite, le temps que la température de l'eau redescende, et qu'on puisse avoir une dilution de ces bactéries dans le lac. Donc on est plus que la santé animale, c'est la santé humaine. Et on arrive en fait au concept de santé globale, de One Health, comme on entend souvent maintenant. C'est un peu cet étendard qu'on pointe, qu'on dresse de tous les côtés. C'est un peu tendance de parler One Health dans tous nos congrès vétérinaires ou humains. Mais c'est une réalité. On peut aussi parler de la tuberculose, avec les réservoirs faune sauvage, par exemple les blaireaux, dans certaines localités qui sont porteurs de la tuberculose. Ils ont été contaminés au départ par la faune domestique, les cheptels bovins, mais maintenant ils sont réservoirs de cette maladie-là, et ils peuvent la repasser aux bovins. Donc la tuberculose, c'est aussi une question de santé humaine. Et donc il y a une gestion de ces problématiques-là pour lesquelles les vétérinaires sont centraux. Donc non, la biodiversité et la santé animale sont interconnectées très souvent. Je ne savais même pas que les blaireaux pouvaient avoir la tuberculose. Il y a beaucoup d'espèces qui peuvent porter la tuberculose. Personnellement, moi, dans mes expériences, je l'ai rencontré en Afrique aussi. Les grands singes sont porteurs de la tuberculose. Ils peuvent nous la retransmettre.
Oui, du coup, les blaireaux, je savais que les chiens de chasse peuvent choper la tuberculose. Oui, dans nos cours, on apprenait à l'école qu'un chien porteur de tuberculose, c'est une euthanasie. Oui, tu sais qu'il y a eu Pour des des questions chats de santé humaine. qui ont eu la tuberculose suite à une consommation de gibier cru. Alors, je pense que c'était pas du blaireau, mais en Angleterre, suite à la mode du cru, il y avait du gibier cru, il y a des chats et des humains et des vétérinaires qui ont été contaminés par la tuberculose. Donc, en quoi les vétérinaires sont légitimes pour se saisir de ces enjeux, même quand ils travaillent exclusivement avec des chiens et des chats? Eh bien, parce que là, on l'a mentionné. Alors, c'est vrai aussi pour la leptospirose, qu'on a beaucoup chez les chiens. On a aussi eu des alertes à leptospirose cet été en Savoie, par exemple, avec des cours d'eau qui baissent en niveau, qui sont contaminés par des rongeurs et qui peuvent impacter les animaux. Nous, vétérinaires, on va être à ce moment-là au carrefour entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Donc, on est vraiment centraux sur ces questions-là. Et on a les compétences, de par notre diplôme, pour comprendre les enjeux et recommander les politiques publiques auprès des mairies ou même simplement des bons réflexes, des bons comportements à avoir pour les propriétaires. Notamment de vacciner son chien contre la leptospirose. Oui, totalement. Ouais. Et également suivre aussi les évolutions des souches leptospires qui évoluent. Enfin, voilà, les vétérinaires, on a ceux qui sont en clinique, mais ils sont en interconnexion avec ceux qui travaillent dans les laboratoires, qui développent les nouveaux vaccins ou qui font des suivis épidémiologiques. Tout à fait. Selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui le plus aux vétérinaires pour agir sur ces sujets? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est des leviers concrets? Un peu de tout. Non, je dirais que le premier, c'est l'information. On a, comme beaucoup, la communication dans une profession, c'est toujours le point faible, c'est ce qu'on investit le moins. Je pense que l'échange d'informations et d'avoir un temps aussi dédié à ça. Je ne connais pas de vétérinaires qui ne sont pas overbookés. Donc d'avoir un temps qu'on puisse accorder pour s'informer des actualités sanitaires ou environnementales dans son département, dans sa région, et de qu'est-ce que fait la profession par rapport à l'évolution des pratiques, c'est essentiel. Mais ça prend du temps, que ce soit de lire des articles, de suivre des cours ou des formations. Donc c'est aussi vraiment, je dirais, à la fois s'informer, se former, mais dans un espace-temps qui y soit dédié. Donc, après, c'est vrai qu'on identifie plus, moi personnellement, les vétérinaires ruraux comme des gens qui vont être plus compétents sur ces sujets. Mais comme tu l'as dit, en fait, les cyanobactéries, la tuberculose, c'est des choses qui, nous, vétérinaires canins, donc chien-chat, on peut aussi être confrontés. Mais il n'y a pas, par exemple, de petites formations courtes, que se lancer dans un DIE, c'est forcément plus engageant. Mais on se dit, il n'y a pas pas encore, peut-être que ça viendra, ou de key opinion leader, de gens qu'on a identifiés comme étant la personne qui va pouvoir nous donner de l'information. Je pense que c'est pas normal qu'aujourd'hui j'apprends autant de choses en te parlant et je me dis mais ça en fait on devrait tous le savoir. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Après, il y a quand même d'autres initiatives qui existent si on s'intéresse à ce que fait l'association Ecoveto sur les pratiques dans la clinique ou dans la profession. Ça fait déjà un moment qu'ils sont en place et ils ont fait beaucoup de travaux scientifiques, c'est prouvé. C'est rigoureux leur travail. Ça peut permettre de faire des petits gestes au sein de la clinique pour limiter l'impact de nos pratiques ou les faire évoluer dans le bon sens. L'association vétérinaire pour la biodiversité est beaucoup plus jeune, mais pareil, c'est un réseau auquel on peut adhérer et qui permet quand même de se tenir au courant des évolutions, des bonnes pratiques. Donc voilà, c'est déjà ces deux associations. Bon, c'est vrai que c'est de l'associatif, c'est pas institutionnel, mais ça a tendance à inspirer, ou on collabore beaucoup aussi avec les syndicats. On essaie de monter des partenariats pour créer ces formations. Et pareil, c'est facile de dire qu'on veut créer des formations, mais déjà, il faut former les formateurs au départ. Non, mais tout à fait. On est sur des concepts et des sujets complexes. Si gérer la biodiversité, éviter son effondrement ou limiter nos pollutions ou essayer de limiter notre impact sur le changement climatique, c'était facile, on l'aurait fait. Donc c'est forcément des sujets qui sont complexes. On n'a pas forcément les solutions, mais on commence, je dirais un peu tard, mais tout juste, à mettre en place des pratiques ou des solutions qui sont en cours de développement. On avance aussi un peu à tâtons sur ces sujets-là. On a souvent tendance à dire, on entend souvent les scientifiques dire, ou des experts dire, on a la solution, il suffit de faire ça, il suffit de faire ci. C'est pas aussi simple. Parce que si c'était simple, on l'aurait fait. Donc on commence à comprendre et se former au fur et à mesure. Donc des formations courtes, il y en aura peut-être par la suite, mais il y a aussi plein d'autres choses que, en tant que citoyen, vétérinaire ou propriétaire ou citoyen lambda, on peut faire. Ça, c'est déjà nos sources d'information. Par quel canal on s'informe. Voilà, il y a plein de choses
qu'on peut mettre en place pour avoir déjà des éléments et puis véhiculer de l'information. Donc choisir par quels médias on s'informe, ça permet déjà d'éliminer éventuellement des sources d'information, qu'elles soient télé, radio, qui vont aller à l'encontre des consensus scientifiques internationaux. C'est pas forcément le plus sexy de dire qu'il faut lire ou il faut écouter, il faut se former, mais c'est important. Les vétérinaires ont un rôle là-dessus, vis-à-vis des propriétaires, de les aider à s'informer. Je pense que c'est vraiment le lien qu'on peut avoir avec nos clients au quotidien. C'est d'avoir un rôle, pas forcément de pédagogie, mais d'éveil sur ces questions-là et de les rediriger vers des personnes éventuellement compétentes. Le deuxième action c'est toujours polémique un peu de dire ça, mais je dirais que c'est de voter, de se politiser d'une façon ou d'une autre, peu importe, mais d'avoir conscience qu'à l'heure actuelle, c'est nos dirigeants, les classes politiques, qui sont le principal frein à la mise en place de mesures d'adaptation, que ce soit pour le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité ou les pollutions. C'est eux qui ont les clés pour mettre en place des politiques ambitieuses et adaptées aux enjeux. Et donc, simplement le fait de s'y intéresser et de prendre en compte ces enjeux-là dans nos intentions de vote, ça me semble être quelque chose que tout un chacun peut faire. Et la dernière chose, je dirais, c'est de s'investir, si on en a le temps, si on en a la volonté. Mais en général, quand on commence à s'informer, c'est quelque chose qui vient progressivement, mais c'est une construction qui se fait de manière spontanée et naturelle, je pense. Effectivement, c'est de s'investir soit dans des associations, soit dans nos mairies. Là, on approche des élections municipales et tout un chacun peut commencer à s'intéresser à ça et à voir en quoi on peut être utile. Et le fait d'agir, en fait, souvent, ça répond à des anxiétés, des angoisses qu'on peut avoir spontanément. Ça s'est prouvé que le meilleur remède à l'éco-anxiété, c'est l'action. Parfait. Qu'est-ce que toi, tu fais dans ton quotidien, parce que du coup, tu es vétérinaire pour les chiens et les chats. Est-ce que tu as ce rôle d'éducation auprès de tes clients ? C'est quoi les choses que tu peux leur dire sur ce sujet ? La liste serait longue. Pour la gestion des urgences, c'est délicat parce que c'est vrai qu'on doit toujours faire attention à ne pas contredire nos confrères et consoeurs. On a quand même un devoir de confraternité. Mais par exemple, moi, ce que je dis au quotidien sur les propriétaires, c'est par exemple sur les traitements antiparasitaires. On va sensibiliser les propriétaires à l'impact de ces traitements, qui pour rappel sont des biocides, c'est-à-dire qu'ils détruisent des formes de vie. Donc, c'est dans la classe des pesticides, mais ça c'est juste parce qu'on cible que quelques espèces, mais ça en détruit beaucoup d'autres. J'appelle à la rationalité sur ces traitements-là et au bon geste par rapport au devenir de ces molécules-là. Si on donne un traitement par voie orale, on sait qu'il va y avoir des résidus du traitement qui sont toujours actifs dans les matières fécales. Donc je recommande aux propriétaires, selon leur bon vouloir, encore une fois, c'est pas forcément des gestes qui sont sexy. La protection de l'environnement, c'est pas sexy, c'est pour ça que ça marche pas trop. Mais il faut ramasser les sels, ne pas les laisser dans l'environnement dans les jours qui suivent, même normalement sur la durée de l'efficacité du traitement. Et déjà, si on le fait sur les 4-5 premiers jours, c'est déjà pas mal. De ne pas mettre en place des traitements antiparasitaires externes pour les tiques et les puces, comme des colliers, si le chien va aller se baigner tout l'été. Parce qu'on sait qu'il y a un relargage qui est difficile. On n'a pas d'idée en fait de la quantité, mais on sait qu'il est présent dans les cours d'eau et que ça va avoir un impact direct et important sur la faune et la flore aquatique. C'est valable pour les pipettes aussi ou juste pour les colliers ? Alors oui, c'est aussi valable pour les pipettes. Pour les pipettes, il y a aussi on recommande déjà de ne pas caresser ou de bien se laver les mains après le contact avec un animal qui a reçu une pipette. Typiquement, je déconseille aux parents qui ont des enfants qui ont l'habitude de dormir avec le chat, par exemple, de mettre en place des pipettes. Mais c'est que les premiers jours ou c'est toute la durée d'action ? On ne sait pas, il n'y a pas vraiment d'études à ce niveau-là. Ouais. Donc le principe de précaution dirait de plutôt passer par une autre forme galénique, c'est-à-dire une autre voie d'administration. Privilégier peut-être la voie orale. Tu dis que l'environnement, c'est pas sexy, mais on le rend pas sexy. Si on faisait un concours de kilos de crottes ramassées, je suis sûre que les gens seraient hyper contents. Et on pourrait rendre... Il y a des trucs de nudge, là, de rendre les trucs sexy, et ils y arrivent quand ils cherchent à le faire. Donc, je suis sûre qu'on pourrait... Totalement. Rendre le ramassage de crottes hyper sexy. Bon courage. Mais de toute façon, c'est déjà obligatoire en ville, normalement. Alors déjà, c'est obligatoire, mais pareil, on pourrait imaginer une clinique qui décide, en lien avec la mairie. Pareil, le premier facteur, c'est de se rendre disponible, de dégager du temps, mais avec la mairie, d'organiser une réunion, comme on le fait parfois avec les éleveurs quand on est véto rural. On fait des réunions avec les éleveurs pour parler des mammites, des infections mammaires, ou des boiteries, par exemple. On va faire une réunion, on invite les éleveurs, c'est un apéro le soir, et puis on a un temps de discussion. Pourquoi on ne fait pas ça avec les propriétaires d'animaux de compagnie ? La ville serait très heureuse qu'un vétérinaire vienne expliquer pourquoi il faut ramasser les crottes sur les trottoirs ou dans les jardins, pourquoi il ne faut pas que les chiens aillent se baigner avec un collier antiparasitaire ou une pipette en place. Tout le monde serait content d'avoir ces informations-là. Et d'ailleurs, quand moi je parle de ça avec les clients que je vois au quotidien, pour des sujets qui sont souvent très différents, puisque moi j'interviens en cas d'urgence, donc c'est rarement la question antiparasitaire qui
qui sort, ils sont très intéressés, ils sont très réceptifs à ces questions-là. Et donc, en fait, on va arriver à un stade où on pourra presque nous reprocher de ne pas les avoir prévenus des enjeux, de ces enjeux-là, parce que ça devient, qu'on le veuille ou non, des enjeux de société essentiels. Ces questions-là vont se poser à un moment ou à un autre, et c'est du devoir de notre profession de se pencher sur ces sujets-là, je pense. L'exemple parfait, c'est le plan éco-antibio. Il y a encore 30 ans, si on demandait à des vétérinaires de l'époque de regarder nos prises en charge médicales aujourd'hui, ils me diraient « mais vous êtes complètement fous ». Après une stérilisation de chienne, il faut mettre des antibiotiques pendant une semaine. Après une castration de chat, moi je mets au moins 5 jours d'antibiotiques. S'ils voyaient ce qu'on fait aujourd'hui, ils diraient qu'on marche sur la tête. Et nous, de la même façon, si on regarde ce qu'ils faisaient avant, on se dit mais ils faisaient n'importe quoi. C'est la médecine qui évolue. Ça a été motivé par des raisons médicales. C'était la question des résistances aux antibiotiques. Pourquoi on ne pourrait pas avoir de mêmes évolutions sur des questions environnementales, sachant que la médecine, la santé humaine et la santé environnementale sont interconnectées avec la santé animale. Donc les pratiques sont vouées à évoluer. La seule raison, la seule question, c'est quels indicateurs, quels paramètres on regarde pour les faire évoluer. Mais en plus, le plan éco-antibio a été un énorme succès. La réduction de la consommation d'antibiotiques est énorme. Et c'est assez drôle ce que tu dis sur les générations, parce que clairement, on voit dans les cliniques, plus les gens sont sortis d'école récemment et moins ils utilisent d'antibiotiques. Et en fait, au final, ça se passe quand même plutôt bien. Et même, je veux dire, toi et moi, on n'est pas sortis de l'école il y a si longtemps que ça. Et même moi, aujourd'hui, je suis challengé par des nouvelles confrères et consoeurs qui me font réfléchir, enfin, qui me remettent en cause ce que nous, on a appris à l'école il y a 10 ans, 10-15 ans. Enfin, je veux dire, c'est une bonne chose, en fait, c'est super. Mais principalement pour des questions médicales. Ce qui est normal, on est avant tout des docteurs. Mais les questions environnementales sont encore pas assez prises en compte sur ces questions-là. Donc maintenant, je voudrais qu'on parle du coup de l'association qui nous réunit ici, donc VPB, Vétérinaires pour la biodiversité. C'est quoi la vocation de cette association ? Je dirais que la principale, c'est de favoriser l'engagement des vétérinaires sur les questions environnementales. Une autre façon de le dire, c'est de dire que cette santé globale, l'interconnexion entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, qui sont décrites depuis une quinzaine d'années. Comme tu disais, en 2010, c'était l'année One Health, tout à l'heure quand on en parlait. C'est que ce soit plus qu'un simple étendard ou un simple drapeau qu'on met pour dire bonjour, nous on est One Health, mais plus de dire, ok, concrètement, dans nos pratiques quotidiennes, comment ça se traduit et comment on imagine faire évoluer notre profession sur ces thématiques-là, pour que ça devienne une réalité, que ce soit une partie intégrante de notre profession. Vous êtes le think tank de la biodiversité chez les vétos, quoi. On se rapproche par pas mal de nos travaux, effectivement, d'une activité de think tank. Il faut quand même rester basé sur des faits scientifiques. Et l'important, par rapport à d'autres associations, ça va être la rigueur scientifique qu'on va utiliser pour nos sources et de vraiment avoir un processus scientifique qui soit rigoureux. Et là-dessus, pour ça, VPB, Vétérinaires pour la biodiversité, essaye vraiment d'avoir un travail qui est très sérieux. C'est pour ça qu'on a un conseil scientifique, notamment, et qu'on s'organise en groupe de travail. C'est ce petit côté un peu think tank, mais on a des groupes de travail qui travaillent sur des sujets. Par exemple, moi, pour ma part, je travaille sur la question du loup et la question des activités d'élevage. Et on parlait tout à l'heure de formation, on travaille notamment à un projet de création d'une formation continue pour les vétérinaires sur les grands prédateurs en lien avec le groupe de travail ours. Donc une formation sur les grands prédateurs et les activités d'élevage. Comment mieux accompagner nos éleveurs au quotidien face à la prédation. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un sujet auquel on est confrontés, nous, notamment, même nous, les vétérinaires chien-chat, avec les patous qui attaquent les gens, et puis en fait, les patous, pourquoi il y a des patous, et puis pour le sujet du loup, et puis les chasseurs, parce qu'on est quand même confrontés aux chasseurs. Et c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on a tous un avis, parce que tout le monde a un avis, mais qui n'est pas forcément sourcé ou juste, et ce serait intéressant d'avoir des ressources de la profession et de dire, en fait, il y a des études scientifiques sur le sujet, et on a plus qu'un avis, on a des données, quoi. Totalement. Surtout que c'est encore une fois un sujet qui est très polarisé, qui est très complexe. Souvent, quand on commence à y travailler dessus, l'avis de départ qu'on peut avoir a tendance à bouger. On met un point d'interrogation à la fin de notre phrase, souvent. Nos affirmations se transforment en questions quand on commence à travailler sur ce sujet-là. Donc nous, notre travail, par exemple, dans ce groupe de travail sur le loup, que je coordonne, c'est de former nos vétérinaires, ou les informer en tout cas, que ce soit des vétérinaires ruraux, mais aussi des vétérinaires canins, comme tu l'as dit, sur la question de la prédation, de l'impact de la présence des prédateurs sur les troupeaux, comment cohabiter avec eux, comment protéger nos troupeaux, et comment trouver un équilibre entre la présence du loup et nos activités pastorales notamment, mais pas que, parce que de plus en plus le loup est présent sur l'ensemble du territoire, il gagne du terrain par son phénomène de dispersion, c'est-à-dire aussi il faut comprendre l'espèce, comment elle fonctionne, pour quand on comprend l'espèce, comprendre qu'est-ce qui marche ou marche pas. Est-ce que le tir létal est efficace ? C'est une grande question à laquelle on n'a pas la réponse. Mais le fait qu'on n'arrive pas à dire oui de manière
affirmée. Pour l'instant, il semblerait qu'il y ait une efficacité à court terme et sur une courte distance autour de la zone où il est fait. Ça, c'est les dernières études en France. Montrent que s'il y a une efficacité, en tout cas, elle est réduite. Par rapport au reste, aussi pour les vétérinaires, pour les chiens et chats, ça peut être de mieux conseiller leurs clients sur comment on fait maintenant pour aller se promener dans un environnement où il y a des chiens de protection, des clôtures, et comment mieux respecter et aider en fait, par notre simple comportement de citoyen, nos éleveurs qui sont confrontés à une situation qui est très délicate. Souvent, l'acceptation du loup, elle est beaucoup plus forte dans les villes, pour les personnes qui ne sont pas exposées au loup, que dans les campagnes, où notamment nos principaux collaborateurs, les éleveurs, ou bergers, qui eux, ils sont confrontés quasiment chaque année. Donc le moindre des choses, c'est peut-être de les accompagner et de les respecter dans leur travail et de les soutenir plutôt que de leur apporter d'autres problématiques, comme notamment les conflits d'usage avec les chiens de protection. C'est pas la faute des gens, c'est pas la faute non plus de leurs chiens, c'est pas la faute des bergers non plus. Mais c'est un état naturel des choses. On a des grands prédateurs dans l'environnement, et comme n'importe quel autre aléa climatique ou aléa environnemental, il faut maintenant aussi tenter d'accepter la présence du grand prédateur, et pour le faire, pour que ça puisse être acceptable, il faut mieux accompagner nos éleveurs, et ça, pour moi, et pour nous, les vétérinaires, on a un rôle essentiel à jouer qui n'est pas joué à l'heure actuelle. Et donc c'est un gros manque en ce paysage-là. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est quoi un peu les autres groupes de travail Alors, on a un groupe de travail également sur les requins et les raies, qui est très actif. On a d'autres groupes de travail sur les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, les ésodes, c'est le nouveau nom des nuisibles. Et on a une demi-douzaine, je dirais, de groupes de travail. On en a sur la faune sauvage, de manière générale. En partenariat avec la SNGTV, le syndicat des vétérinaires ruraux, VPB est en train d'organiser la création d'un site internet qui va permettre d'apporter de l'information et aux vétérinaires et au grand public sur l'accueil de la faune sauvage en clinique vétérinaire. Ça va également permettre, donc déjà pour le grand public, ça va permettre d'être une source d'information directe. Et pour les vétérinaires, ça va être aussi une source d'information directe, mais aussi ça va permettre d'avoir un rôle de veille sanitaire et épidémiologique en essayant de recenser l'intégralité des espèces et des animaux qui sont admis dans nos cliniques vétérinaires. À l'heure actuelle, on n'en a aucune idée. C'est quelque chose de fondamental parce qu'en fait, un des principaux rôles de l'accueil de la faune sauvage en clinique vétérinaire ou en centre de soins, c'est d'assurer un rôle de veille sanitaire épidémiologique. On entend souvent parler de la grippe aviaire, ça peut rentrer en compte, mais ça sera peut-être aussi le cas d'ici quelques années, on ne souhaite que non, mais avec la peste porcine africaine. On peut être amené à aller à nos frontières. Nous, on est en Savoie, l'Italie est pas loin, et on a des cas pas très loin de la frontière. Ok, intéressant, mais c'est vrai que nous, on est souvent assez démunis quand les gens nous ramènent de la faune sauvage. C'est hyper dur de poser un cathéter sur un renard, en fait. Ça a la peau hyper épaisse. Ouais, un peu plus. Essaye un sanglier, tu verras. Oula, je saurais même pas trouver une veine sur un sanglier. C'est très compliqué. En tout cas, il faut avoir l'habitude. Mais donc voilà, Vétérinaires pour la biodiversité s'organise vraiment en groupe de travail en fonction des appétences de ses membres. Donc quand on a des personnes qui sont compétentes ou disponibles pour travailler sur un sujet, elles vont se regrouper en groupe de travail et travailler sur un sujet, un peu comme un think tank, et voir quelles sont les actions qu'on peut mener sur ce sujet-là. Mais on a une capacité, nous vétérinaires, à s'emparer d'un sujet, à analyser, diagnostiquer les problèmes et ensuite proposer des solutions. C'est un peu comme un cas clinique, qui est quand même assez incroyable. C'est assez impressionnant de voir à quel point on est bon en fait, pour faire ça, tout simplement. Ouais, on a été formés pour ça, c'est notre métier, quoi. C'est notre métier, mais en fait, que ce soit pour une médecine individuelle ou un problème beaucoup plus global. Et là, du coup, l'association est très très jeune, 2023, tu me disais, donc en gros, il y a eu peut-être 3 ans d'année, je sais pas, 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de mettre des choses en place ? Sur nos travaux de fond, sur les groupes de travail, c'est souvent des choses longues. C'est du long terme. Après, il y a d'autres actions que fait l'association, notamment les actions de plaidoyer. C'est-à-dire qu'au même titre que d'autres associations de protection de l'environnement, c'est un statut qu'on n'a pas encore, mais qu'on devrait obtenir, parce qu'il faut avoir 3 ans d'existence pour l'obtenir, mais qu'on devrait obtenir cette année. On se porte partie civile sur des cas. Exemple, tous les radios qui présentent des plombs sur de la faune sauvage protégée, typiquement les rapaces, sont susceptibles d'être poursuivis en justice. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, fait ça, et d'autres associations également. Maintenant, VPB fait partie de ces associations qui se portent partie civile. Donc si vous avez dans votre clinique une radio d'un rapace ou de toute autre espèce protégée qui présente des signes de braconnage, souvent c'est des plombs ou des cartouches visibles à la radio, vous pouvez contacter VPB, on se portera partie civile. On ne peut pas retrouver la personne qui a fait ça ? Parfois si. Par exemple, on a eu notre première victoire juridique en 2025 sur un cas d'empoisonnement pour un loup au carbofuran, qui est un produit toxique, et on a réussi à faire condamner ce délit et à recevoir une compensation financière. Vous avez réussi à retrouver la personne ? La personne a été facilement retrouvée, oui. C'était pas très subtil. Mais pour pas rentrer dans les détails de ces affaires, le simple fait de porter plainte, c'est important en fait. Ça impose en fait à l'État de faire respecter la loi et de prendre en considération la gravité des faits.
Ça, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a aussi une dérégulation en cours au niveau national, mais aussi européen et peut-être international sur ces questions-là. Mais c'est important aussi de maintenir une présence parce qu'en fait, de ne rien faire, Ouais, ça va pas aider, quoi. c'est un peu l'expression qui ne dit mot consent, en fait. Ouais. Bon, d'accord, les chiens et les chats, c'est pas des espèces protégées. Si on a des plombs sur un chat, ça marchera pas. Non, mais on peut quand même porter plainte parce Ok. qu'on n'a pas le droit c'est de la maltraitance animale. Oui. Et là, à ce niveau-là, c'est pas forcément VPB qui interviendra, mais c'est les services vétérinaires qu'il faut contacter. Maintenant, chaque DDPP a un pôle protection et bien-être animal. Parce qu'on est quand même plus souvent confronté à ça. Ouais. Mais ça, c'est directement. Alors, c'est pas forcément notre association, ça rentre pas dans nos fonctions, enfin, en tout cas dans nos missions. Mais par contre, les services départementaux sont à contacter dans ces cas-là. Bon, ça va. Bon, du coup, cette question-là, tu as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que vous essayez concrètement de changer dans la profession vétérinaire ? Les pratiques, de manière générale, mais aussi qu'on comprenne que tous ensemble, on a un rôle à jouer à ce niveau-là, en tant que profession, et que ça fait partie de nos missions. C'est écrit dans notre code de déontologie que les vétérinaires doivent prendre en considération leur impact environnemental. On est aussi des garants de la santé animale. Ça ne s'arrête pas à nos animaux domestiques. On a la possibilité, et je dirais même le devoir, de prendre en charge la faune sauvage qui nous est présentée, ne serait-ce que pour abréger les souffrances, si on a sur un animal qui est en souffrance extrême. C'est la seule chose qu'on a à faire. Stabiliser l'animal, décider de si oui ou non il peut être réhabilité dans l'environnement via un processus en centre de soins, ou s'il doit être euthanasié. Mais ça fait partie de nos missions. Il y a une formation pour le mandat sanitaire, que moi j'ai pu suivre fin 2024, sur l'accueil de la faune sauvage en France. Ça existe. Quand tu me disais est-ce qu'il y a des choses qui existent ? Oui. Le souci, c'est que c'est pas forcément les formations qui nous intéressent. Il y en a des formations sur la tuberculose et la rage également qui existent pour le mandat sanitaire. C'est souvent les vétérinaires mixtes ou ruraux, mixtes, qui font à la fois les petits animaux et les grands animaux, qui sont contraints de faire ces formations de mandat sanitaire en termes de formation continue pour leur habilitation sanitaire. Mais les vétérinaires canins pourraient faire ces formations-là. Et sur l'accueil de la faune sauvage, ça pourrait être intéressant. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On essaie de faciliter l'accès à ces informations, à ces formations. Donc, on accompagne en fait nos confrères et consoeurs pour que ces sujets-là soient plus faciles à traiter et à appréhender pour nos confrères et consoeurs, mais aussi que par l'intermédiaire de nos établissements de santé vétérinaire, c'est à peu près 6000 cliniques en France, qu'on puisse aussi sensibiliser et informer nos concitoyens. C'est à peu près 40% de la population qui a des animaux de compagnie. On a une réelle tribune avec des gens qui nous font confiance. On a un rôle à jouer là-dessus sur la sensibilisation et l'information du public. Qu'est-ce que tu aimerais que tous les vétérinaires disent ou fassent dans leur clinique ? Adhérer à VPB. Non, ça c'est le côté trésorier qui parle. Non, mais ça va te faire trop de lignes dans ton Excel, c'est pas bon. Non, sérieusement, oui déjà. Le fait d'adhérer à VPB, on peut se dire mon Dieu, mais on cautionne tout ce qu'ils disent, pas forcément. Mais on donne une légitimité aussi à une association. Le fait de représenter la profession, ça permet de ensuite dialoguer avec que ce soit l'ordre ou les écoles vétérinaires ou même éventuellement plus haut les ministères, on passera toujours par l'ordre dans ces cas-là, pour que ces thématiques-là et ces impacts et ces enjeux-là soient pris en considération par exemple dans la formation initiale. Tu disais on n'a pas été formé à ces enjeux-là ou pas suffisamment. Ok, si on est d'accord là-dessus, et il y a l'enquête sur les enjeux biodiversité, climat, pollution qui a été menée en 2025 entre VPB et l'association Ecoveto, en partenariat, qui a montré que les enjeux de formation étaient centraux pour la profession. C'est plus de 700 vétérinaires qui ont répondu à cette enquête. Pour un taux de participation entre les étudiants, si on rajoute les étudiants et les auxiliaires de santé vétérinaire, c'était plus de 1000 participants à l'enquête, ce qui est une première dans l'histoire de la profession. Les gros enjeux, c'était la formation, initiale et continue, et la question des antiparasitaires. VPB s'empare de ces résultats-là et tente de construire des perspectives d'évolution sur ces questions-là. Mais on a du poids que si on est nombreux et que si on est soutenu et que si on représente un certain nombre de confrères et consoeurs. Donc adhérer à l'association, c'est déjà nous donner cette légitimité-là pour faire valoir ce qu'on revendique et ce qu'on demande. Donc déjà l'adhésion, c'est déjà beaucoup. Et une autre chose qu'ils pourraient faire, c'est suivre ces sujets-là. J'irais même déjà à l'échelle locale. Qu'est-ce qui se passe autour de chez vous ? Quels sont les enjeux de votre territoire ? Tu as évoqué ce point sur la formation initiale, et c'est vrai qu'on en discutait un peu avant cet épisode, c'est que dans la formation initiale, nous, on est formés vraiment à la médecine, et tout ce qui ne relève pas de la médecine ou du soin, alors pas forcément la médecine individuelle, ça peut être de la médecine de troupeau, de la médecine collective, mais tout ce qui est environnement, c'est... Alors, moi, voilà, je suis sortie en 2012, donc peut-être que tu me disais que ça avait peut-être changé depuis, mais c'était un peu le point aveugle de la formation. Alors, la formation initiale, c'est compliqué aussi. Ça fait changer parce que c'est aussi une question de conformité et d'homogénéité avec les autres écoles vétérinaires européennes. Il ne faut pas oublier qu'on est un des cursus vétérinaires en Europe qui est le plus long. Donc, on tend plutôt à le raccourcir qu'à l'étoffer. L'idée, c'est plutôt quand même de limiter à l'heure actuelle l'enseignement au fondamental. Donc arriver à faire rentrer dans ce fondamental quelque chose de complètement nouveau et de transdisciplinaire, c'est pas simple.
Je troque la génétique des robes du chat contre la biodiversité, je t'assure, volontiers. J'ai tout oublié de la génétique des robes du chat. Ça ne me sert pas au quotidien. Enfin, en fait, je pense que beaucoup de vétérinaires se sentent concernés parce que j'ai l'impression, d'un point de vue totalement individuel, qu'il y a quand même pas mal de vétos qui se sentent concernés par les enjeux. Alors, peut-être pas biodiversité précisément, mais au moins les enjeux environnementaux, climatiques, mais dont la biodiversité fait évidemment partie. Mais se pensent impuissants. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Moi aussi. Bah, c'est cool, ils se sentiront moins seuls. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un sentiment qui est complètement légitime. Qui n'a pas eu un jour envie de couper les chaînes d'information, de se couper de tout ça, parce que c'est un magma d'informations négatives, les nouvelles sont toujours mauvaises, c'est à ce sujet-là, et parfois j'ai l'impression, à titre personnel, vouloir travailler sur la biodiversité, c'est comme courir après un train qui ne s'arrête jamais. On n'arrivera jamais à changer la tendance. Ça peut être un sentiment qui est complètement légitime. Pour autant, on a besoin peut-être de prendre conscience d'où on va et à quelle vitesse on y va. Je me souviens que quand j'étais étudiant, on nous disait il faudra qu'il y ait un changement radical qui se passe dans la société avant 2018 ou 2020. On avait cette date, ce seuil à ne pas dépasser. On est en 2025 et a priori, on l'a bien dépassé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, d'essayer de voir où on va et quand est-ce qu'on y sera. Simplement de se pencher sur ces questions-là, ça nous rend tous citoyens légitimes d'agir. Et nous, maintenant, les vétérinaires, pourquoi on est plus légitimes que d'autres à agir sur ces sujets-là ? Parce qu'on a des compétences professionnelles qu'on a apprises, purement parce que, voilà, encore une fois, cette capacité de diagnostic et de proposer un traitement face à un problème, on l'a. Et on est au contact d'une grande partie de la population qui nous fait confiance. Donc on a un pouvoir d'influence, pas forcément dans le sens négatif du terme, dans le sens plutôt positif, de faire évoluer les pratiques et de faire évoluer les mentalités sur ces sujets-là qui est considérable. D'ailleurs, toutes les autres associations de protection de la nature avec qui on collabore sur certains projets nous envient pour ce rôle-là. Que nous, on voit 20 clients par jour et qu'on pourrait faire potentiellement surtout, évoluer. On a une aura professionnelle qui est très forte. Donc, si nous, on dit quelque chose, on reste encore les référents en termes de santé animale et sur plein d'autres sujets, en fait. Qui n'a jamais eu une consultation où on se met à parler de la santé du propriétaire plutôt que de la santé de son animal ? Qui n'a jamais eu cette consultation-là ? Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va jouer le rôle du Qui n'a médecin. jamais diagnostiqué une teigne ? Dans ces cas-là, ça ne veut pas forcément dire qu'on va jouer le rôle de l'humain, on va les renvoyer vers le médecin. Mais les gens nous font confiance à ce point-là. Pour nous parler de ces choses-là qui sont parfois très intimes. Moi, j'ai eu des propriétaires qui me parlaient de leur cancer. Ça ne veut pas dire que je leur ai pas dit oui ou non pour la chimio. Je les ai renvoyés vers le médecin. Mais il nous faut confiance jusqu'à nous parler de choses qui sont très intimes. Et si on abordait ces sujets environnementaux, très certainement, ils nous feraient aussi confiance. Et donc, qu'est-ce qu'on attend ? Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent en pratique Les vétérinaires ? Ouais. Ça dépend du sujet, mais en fait, on peut parler de plein de choses. Après, je pense que ça dépend de chacun. On a tous des appétences pour certains sujets, plus facilement que d'autres. Mais je sais pas, les sujets, toi, qui tiennent à cœur et dont tu parles au propriétaire, donc on a déjà évoqué... Je réponds toujours à des questions. Je n'aborde pas un sujet, je n'amène pas un sujet. Mais il y a des questionnements qui sont importants. En 2025, ça pouvait être des sujets, les sujets environnementaux qui sont venus, c'était la loi du plomb, par exemple. Alors VPB a signé une lettre ouverte contre la réautorisation de l'acétamipride en France. C'est une vraie polémique. Et il y a eu un vrai désaccord. Elle a été fortement suivie, cette lettre. Et elle a été également utilisée, elle a été remise au Conseil constitutionnel comme document sur lequel s'appuyer pour valider ou non le maintien de l'interdiction. Donc ça a quand même eu un impact. Mais il y a eu un grand désaccord dans la profession. On a eu des retours négatifs sur le fait qu'on ait même proposé cette lettre-là. Quelle était l'entrée vétérinaire ? C'était la question que on a des vétérinaires apiculteurs et que l'acétamipride est toxique pour les abeilles. Et tous les pollinisateurs d'ailleurs. Le désaccord, c'était de dire on va créer un déséquilibre entre les agriculteurs français et européens. C'est vrai, mais il était déjà présent. La question, c'est pas de dire est-ce qu'on interdit l'acétamipride en France, mais c'est comment on fait pour l'interdire dans les autres pays européens et limiter l'importation de produits qui ont été produits avec de l'acétamipride ou des équivalents. La question, c'est de dire par où on nivelle. Est-ce qu'on nivelle par le bas ou par le haut ? Sur ces questions-là, la question se pose pas en fait. Est-ce qu'on va réutiliser l'usage de l'amiante parce que c'est plus pratique ? Il y en a qui te diraient oui. Peut-être. Donc voilà, sur ces questions de la loi du plomb, j'explique le sujet. Quand on me parle de la dermatose nodulaire contagieuse, il se trouve que moi j'ai pu en plus intervenir sur la vaccination parce que pour aider des collègues en Savoie. Donc j'étais quand même assez sensibilisé, j'ai suivi les réunions, les webinaires. Oui, je réponds. Et j'accompagne, dans ma réponse, je ne néglige pas les questions environnementales ou les questions d'évolution de la pathologie. Oui, il faut gérer la crise. Et elle a été gérée, à mon avis, de la bonne façon. Et de toute façon, on n'avait pas trop le choix, vu que c'est une maladie réglementée au niveau européen, de catégorie A. Pour autant, je comprends totalement les mouvements de contestation, même si je dénonce tous les excès de violence. Mais je comprends qu'il y a eu une contestation. Et la détresse des éleveurs dans ces situations-là, elle est légitime et elle est totalement compréhensible.
Je sais pas si j'ai répondu à ta question de manière exacte là-dessus. Je suis pas sûre qu'il y avait une manière exacte de répondre à cette question. Mais en gros, moi, je pense que en fait, je fais partie de ces gens. Si je t'ai invité, c'est que clairement, moi, je me sens concernée par ces enjeux. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire de plus au quotidien? Et par exemple, c'est hyper intéressant quand tu me dis, parler de ramasser les selles et parler. Alors, par exemple, les antiparasitaires, j'avais déjà cette notion et j'en parle déjà et je suis celle. Alors, faut toujours ménager la chèvre et le chou. Donc, je suis celle qui dit, écoutez, ça reste un perturbateur endocrinien en plus, je pense, pour certains, ou un pesticide. Et donc, je préfère l'utiliser le moins possible. Et ici, on n'a pas de maladie transmise par les tiques. On n'a pas de pyroplasmose. Donc, les tiques ne sont pas, à mon sens, ici, un vecteur de maladie. Donc, je leur dis, s'il y a des tiques, vous les voyez, vous les enlevez. S'il y a des puces, vous les voyez et vous traitez. Mais je leur conseille plutôt de traiter que quand ils observent un problème. Excepté pour les vers, où je leur dis, on ne fait pas de copro. Donc, pour les vers, je reste sur la prescription de... Et pourquoi on fait pas de copro? Ouais, pourquoi on fait pas de copro? Parce qu'on a des vétos-canins qui font pas de copro. Mais voilà. Moi, j'avais fait ma thèse en parasitologie, mais je faisais un atlas coproscopique sur les herbivores de parc animalier. Donc, j'ai fait des copros dans tous les sens, même en mangeant mon sandwich. Enfin, j'ai fait des copros au point que ça ne me dégoûtait même plus. Je travaille sur les herbivores, heureusement, parce que les carnivores, ça pue un peu plus. Mais, effectivement, ça pourrait être typiquement une évolution qui pourrait être menée. Pour autant, je comprends totalement à quel point c'est difficile à mettre en place. Faire une copro, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus contraignant que simplement vendre un antiparasitaire. Il y a donc tout un travail de réflexion, de conception d'une nouvelle pratique pour que ça puisse être fait, soit en clinique, soit via un laboratoire, sans pour autant que le propriétaire ou le vétérinaire soit lésé au passage, que ce soit sur des questions simplement de temps de travail ou économiques. Donc oui, il y a des questions qui se posent, mais ça doit être posé. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire des copros qu'on va balancer des antiparasitaires dans l'environnement. C'est un peu trop réducteur, c'est trop simple. Ou que c'est plus simple de vendre un comprimé qui contient des biocides à des doses qui sont très importantes. Et puis, on parle jamais de ramasser les selles. Hein. Ça, c'est vrai que... Certains le font maintenant. Hein. Ça commence à apparaître, mais encore une fois, oui, c'est sûrement trop périphérique. Parce que pareil, c'est pas quelque chose qui est forcément agréable à faire pour le propriétaire. Même si c'est obligatoire en ville. Mais à la campagne, est-ce qu'on le fait? Non. Voilà, donc c'est aussi des évolutions de mentalité, mais qui vont arriver. Le tout, c'est qu'elles arrivent suffisamment vite pour que ce soit pas trop tard. Ouais, et comme tu dis, nous, c'est notre rôle. Et pour le coup, voilà, c'était plus des choses comme ça. Qu'est-ce que moi, je peux me dire de faire de simple? Alors oui, je pourrais pas faire changer sur les copros à la clinique, j'ai pas ce pouvoir. Mais dire aux gens de ramasser les crottes, typiquement, oui. Et un autre enjeu, alors qui doit être complètement anecdotique, parce que maintenant, c'est ridicule, mais les gens qui enterrent leur animal quand tu l'as euthanasié, en fait, c'est un Nous, ça, c'est un gros sujet, par exemple, dans mes consultations à domicile. C'est un polluant éternel, là. Et ça, c'est un enjeu que je ne connaissais pas, non. Je n'avais pas conscience. Et je me suis dit, mais en fait, le jour où je veux enterrer mon chat, il faudra que je réfléchisse à comment je l'euthanasie pour pas que ce soit... Et c'est des choses, voilà, donc des petites choses comme ça. Donc je me disais, est-ce que tu as des idées de choses comme ça, assez en fait simples, mais en même temps, si on le fait tous à l'échelle globale? Par rapport aux euthanasies et le fait d'enterrer l'animal à domicile, donc nous, on y est directement confrontés. Hein. Les gens sont très réceptifs maintenant à ça. Quand je leur explique que le produit qui tue l'animal, il reste dans le sol, il est rémanent, et qui va tuer le sol autour, qui va éventuellement se retrouver dans la nappe phréatique. Les gens, ils sont quand même sensibles, et c'est quand même rare que les gens me disent « je m'en fous, je l'enterre quand même ». Oui, mais en fait, il faut qu'on ait cette information et qu'on la diffuse. Oui, mais on est censé l'avoir. Tu vois, ouais, moi après, donc je suis sortie en 2012 et je sais pas, je crois que je l'ai eu cette année. On est en 2025. Moi aussi, je l'ai eu en 2025. Voilà, donc j'ai quand même eu 13 ans de pratique. Après, c'est pas fréquent, les gens qui le font, mais je ne savais même pas qu'il fallait leur dire en fait. Et là, en 2005, je me suis dit, d'accord. Et c'est grâce à des assos, je me demande si c'est pas Ecoveto. Et par rapport à ça, je pense que VPB, on n'est pas les meilleurs interlocuteurs pour dire qu'est-ce que chaque vétérinaire peut faire au quotidien. Je passerai plutôt volontiers la main à Ecoveto. Sur leur site, on retrouve tous ces petits gestes du quotidien qui sont pas forcément si petits, sur l'utilisation de nos consommables, sur l'utilisation de nos biocides, ce qu'on utilise pour nettoyer la clinique, même les agents pour faire le scrub chirurgical. Ils développent de nouvelles techniques. Personnellement, moi, dans ma pratique quotidienne, c'est plus difficile à mettre en place à domicile, pour des questions de praticité ou des choses comme ça. Mais je suis sensible à ça et je suis de près ce qu'ils font, parce que réellement, ça fait partie de toutes nos pratiques qui peuvent être faire évoluer sans changer drastiquement notre façon de faire. Et c'est aussi, je dirais, presque une démarche et un exercice mental. Une fois qu'on s'est mis en place dans la vie quotidienne, on s'est aussi de limiter les déchets. Dès qu'on essaie de limiter l'utilisation du plastique dans nos courses ou dans les choses comme ça, ça devient une habitude. Le tri des déchets est devenu une habitude pour beaucoup de Français. Pas tous, malheureusement. C'est plutôt un changement de mentalité. Ouais, sur les biocides, j'avais vu une intervention de Manaïg de Kersozon.
d'Ecoveto et qui expliquait justement que oui, les produits qu'on utilise pour nettoyer les tables sont des biocides et que du coup, si on les lave avec l'éponge et qu'on les rince dans l'évier, on va tuer les poissons. Comme nous avait dit, si on prend un biocide, faut prendre un sopalin et qu'il y a plein de cas où si l'animal n'a pas de maladie contagieuse, en fait, du savon, ça allait bien ou juste de l'eau. Et donc ça a permis de faire changer au moins mes pratiques. J'ai essayé de transmettre à la clinique, ça n'a pas été un grand succès. Mais je me dis, voilà, c'est des petites choses, mais donc voilà, tu nous renvoies plutôt vers Ecoveto pour les petits gestes. Je pense que vraiment c'est les premiers, les mieux placés pour tout ce qui est de l'ordre de la clinique. C'est vraiment eux qui font ce travail-là. Il est complémentaire de VPB, mais il est déjà fait en fait ce travail. Il n'y a plus qu'à l'appliquer. C'est pas forcément simple. Encore une fois, le facteur essentiel c'est le temps et cet exercice mental de se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire, quelles vont être les conséquences. Et là-dessus, Ecoveto a fait un travail qui est formidable. Super. On ira voir ce qu'ils et elles ont fait. Est-ce que ces enjeux de biodiversité et de climat et d'écologie au sens large, sont vraiment incompatibles avec les contraintes économiques et médicales du terrain, ou est-ce qu'on se dit juste ça comme excuse pour rien changer ? Je pense pas que c'est juste une excuse. Pour autant, c'est pas non plus une raison pour rien faire. Il y a effectivement, dès lors qu'on dit qu'il y a un facteur temps qui est nécessaire, c'est une contrainte vis-à-vis des enjeux économiques ou médicaux. Mais encore une fois, on fait évoluer nos pratiques par rapport à d'autres paramètres. Je reprends l'exemple des antibiotiques. On a renoncé à l'utilisation d'antibiotiques ou de certains antibiotiques, des antibiotiques critiques, pour tout un tas de pathologies qu'on traitait allègrement avec du Barbocil et des corticoïdes parce que ça marchait bien. Tout ça, on a arrêté. En tout cas, on l'a fortement diminué. C'est pas forcément commode, c'est pas forcément plus simple. Il faut faire des prélèvements bactériaux, il faut faire un antibiogramme pour pouvoir voir quel antibiotique on peut utiliser. Et si c'est le seul, enfin utiliser un antibiotique critique. Tout ce processus diagnostique et scientifique, il n'est pas simple à mettre en place et il n'est pas gratuit non plus. Donc, quand on en a envie, parce que là, il y avait une question de résistance aux antibiotiques et une question de santé humaine, on est capable de faire ces changements-là. Je pense que ce qui manque pour les enjeux environnementaux, c'est cette prise de conscience de se dire que ces enjeux-là sont directement liés à la santé humaine. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose d'immédiat, on n'en a pas conscience ou c'est beaucoup plus facile d'oublier cet aspect-là. L'exemple qu'on prend souvent quand on parle d'écologie ou d'environnement, c'est le tabagisme. On sait tous que fumer tue. C'est écrit suffisamment gros sur tous les paquets. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui fument encore. Comment ils font ? Comment ils font pour s'empoisonner au quotidien sans pour autant être dans un mal-être permanent ? Simplement, le cerveau met en place des biais cognitifs très efficaces, il y en a plusieurs, pour accepter des comportements qui ne sont pas sains, on va dire. Je ne jette pas la pierre aux fumeurs non plus pour autant, hein. Mais je veux dire que c'est le même type de fonctionnement et de biais cognitifs. On oublie, on refuse de voir parce que c'est trop complexe pour notre cerveau de traiter ces problèmes-là tout de suite. On a d'autres urgences. Notre travail à nous, ça va être justement de remettre en lumière ces problèmes-là et de faire valoir ces enjeux-là comme prioritaires et essentiels dans nos pratiques. Si demain on dit l'utilisation des antiparasitaires telle qu'elle est faite aujourd'hui n'est pas adéquate, elle doit être faite évoluer pour telle et telle raison, ou la gestion de telle ou telle pathologie doit évoluer parce que c'est important, et quand on en est tous convaincus, on trouvera une solution pour changer nos pratiques. C'est juste l'importance qu'on y prête. Donc si VPB fait bien son boulot, on aura un plan éco-antiparasitaire dans 5 ans. Alors j'espère que ce ne sera pas juste à VPB de faire ça, parce que on serait bien impuissant pour le faire tout seul, mais on est désireux de travailler sur ces sujets-là, tout à fait. Ouais. Tu nous as déjà dit, si rien ne change dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qui t'inquiète le plus ? À court terme, là encore une fois, je vais sortir de l'étiquette VPB, je vais parler à titre personnel, mais je pense que beaucoup des adhérents de VPB partageront mon sentiment. À court terme, ce qui m'inquiète, c'est l'évolution politique et géopolitique. De plus en plus, la science est dénigrée, les fake news montent crescendo, le populisme se répand, et on a tendance à voir, la dermatose nodulaire contagieuse est un exemple parfait, de voir que la parole scientifique est décrédibilisée, ou en tout cas réduite à une simple opinion, parmi tant d'autres. Et par rapport à ça, c'est notre principale menace, je pense, à court terme. À 5-10 ans, où on sera. Dans quel type de régime politique ou d'équilibre géopolitique on sera. À mon avis, c'est ça, avant même l'environnement, qui prime. Comme je le disais, par rapport à la santé environnementale, la santé animale, la santé humaine, les vétérinaires, on est centraux, mais on n'est pas les seuls à travailler sur ces équilibres-là d'une santé globale. On a d'autres acteurs qui interviennent. Un des principaux avec lesquels on travaille régulièrement, c'est l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Depuis 2 ans, l'OFB est victime d'une diabolisation incroyable. Ils se prennent tout sur la tronche, alors qu'ils assurent des missions qui sont fondamentales pour notre bien-être et notre santé. En tant qu'humains, c'est eux qui veillent, entre autres, à s'assurer que notre eau reste potable,
que notre air reste respirable et que l'environnement dans lequel on évolue, qui nous entoure, soit bénéfique, enfin sain, le plus sain possible. Le fait que certains bords politiques souhaiteraient le voir disparaître à une échelle très courte de temps, peut-être que dans 2 ans, où sera l'OFB, je ne sais pas. Ça m'inquiète. Moi, en tant que citoyen, en tant que vétérinaire aussi, ça m'inquiète fortement. Parce que si ça disparaît, c'est quoi les dernières barrières qu'on a pour empêcher ce qui s'annonce, quoi. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te donne de l'espoir aujourd'hui ? Eh ben, c'est l'effet rebond. On est dans un contexte où, si on cherche un électrochoc pour se réveiller et passer à l'action, ils sont multiples. Et de voir toutes les initiatives qui se montent, beaucoup sont associatives, mais certaines sont aussi professionnelles. De voir la mobilisation autour d'initiatives comme Vétérinaires pour la biodiversité, qui en 2 ans et demi a déjà pris une ampleur assez importante et une place assez importante dans le paysage de la profession vétérinaire. De voir le soutien qu'on a aussi, ce qu'on accomplit, ce qu'on fait, le travail qu'on réalise. Déjà, ça marche. Les projets, ils avancent. Moi, je vois par exemple sur la question du loup, c'est incroyable ce qu'on a pu faire en 1 an et ce qui se met en place, les perspectives qu'on a à court terme. Sur les autres sujets, c'est pareil. Il manque pas grand-chose en fait pour que réellement il y ait une dynamique qui prenne et que ça devienne vraiment un élan et que les choses s'enclenchent de manière significative. Donc ouais, il y a beaucoup de formations aussi qui commencent à se créer. Cette formation qu'a lancée la SNGTV qui est gratuite avec des webinaires sur la transition de nos systèmes agroalimentaires, c'est super. Enfin, je veux dire, c'est tout ce dont on a besoin quand on est vétérinaire rural. Pour les animaux domestiques, il faudra peut-être un petit peu plus de temps, il y aura peut-être un petit retard, un petit décalage. Comme tu disais, il y a peut-être, on se sent moins concerné, on se sent peut-être plus démunis. Mais je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à faire évoluer sur les pratiques, que ce soit de la gestion médicamenteuse, mais peut-être aussi comportementale. La question des chats, par exemple, c'est un grand sujet quand on parle biodiversité. Comment on gère nos petits amis félidés qui sont des super prédateurs et qui ont un gros impact sur l'environnement. Les propriétaires sont de plus en plus soucieux de ça. Les solutions ne sont pas simples. Interdire un chat de sortir, effectivement, c'est efficace. Est-ce que c'est souhaitable ? La question est légitime de se poser. Ça dépend peut-être des individus, ça dépend peut-être des contextes. Le collier de la honte de la LPO, le truc fluo, c'est dur aussi. Pareil, est-ce que ça a un effet significatif ou pas ? Ça vaut le coup d'être essayé, je pense. Attention après au risque de strangulation selon les environnements. D'autres pays ont également peut-être aussi regardé ce qui se fait ailleurs. Hein. La Belgique et le Canada ont obligé la stérilisation des chats domestiques. L'Australie a quasiment interdit la sortie en extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme eux, mais ça veut dire qu'on peut commencer à réfléchir à nous, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on recommanderait. Et ces dynamiques-là, elles sont en cours. Donc tout ça me donne de l'espoir. Plus il y a de mauvaises nouvelles, plus l'effet rebond est fort en fait. Il faut juste éviter de tomber dans l'apathie et de dire ok, je peux plus rien faire. Parce qu'effectivement, si on s'arrête, si on baisse les bras, ce qui va arriver va arriver. Enfin, ce qui se profile, on n'aura aucune chance d'éviter le mur qu'on est en train de se prendre. Par contre, si on décide de ne pas se laisser faire, et l'avantage c'est que les vétos, on est quand même assez têtus en général, on a assez fort de caractère, je pense qu'on fait partie des professions qui peuvent réellement avoir un impact. Et surtout qu'on gravite autour de plein d'autres professions, que ce soit dans l'agriculture, mais aussi dans nos cliniques pour animaux de compagnie. Et on peut réellement avoir un impact sur la société locale. On a quand même des points d'influence qui sont assez forts. Les gens nous font confiance et on peut vraiment... Si nous, on était leaders sur ces questions-là, par simplement de l'affichage dans nos cliniques, des questions de sensibilisation, des campagnes éventuellement de communication, des réunions, comme je disais, dans des communes, dans peut-être les plus petites, ou des quartiers. Si le vétérinaire était un point d'information sur ces questions-là, ouais, on pourrait imaginer un autre avenir et en tout cas une autre réalité. Et je pense que c'est quelque chose d'enviable en fait. Dès lors qu'on commence à imaginer qu'est-ce que je pourrais faire et de s'en donner les moyens. Enfin, moi je vis beaucoup mieux depuis 1 an que je m'investis réellement sur un projet avec VPB. Mes angoisses liées au contexte environnemental qu'avant. Pourtant c'est pas toujours facile. Hein. C'est ce que tu disais, le meilleur remède à l'éco-anxiété, c'est l'action. Et je pense que c'est dans les situations les plus difficiles qu'on voit le meilleur des gens en fait. Parce que quand je vois aux États-Unis, tu te dis bah oui, c'est dramatique ce qui se passe, mais c'est aussi l'occasion pour les gens de se mobiliser pour ce en quoi ils croient. Et en fait, il y a toujours des choses qui donnent espoir et il faut aussi se concentrer là-dessus. Il faut rester vraiment humble et encore une fois, on entend beaucoup de gens dire mais les solutions existent, elles sont là. Mollo. Hein. D'abord, nous, on est des scientifiques, il faut d'abord faire de la recherche. Il faut vraiment mettre en place, expérimenter, tester sur plein de sujets. La question du loup, c'est pareil, hein, moi, c'est mon sujet. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et la recherche est l'étape première. Donc, aujourd'hui, on sabote la recherche un peu partout, on diminue les budgets, alors que c'est au moment où il faudrait le plus investir sur ces questions-là pour dire ok, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est envisageable, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Oui, je pense que plus on avance sur un sujet, plus on se rend compte de ce qu'on ne sait pas. C'est ça. C'est l'histoire de la courbe de Dunning-Kruger. Quand on ne sait pas, on a persuadé de tout savoir, et plus on avance, plus on dit ouh là là, l'étendue de mon inconnaissance, c'est fort large.
le pic de la vallée de stupidité. Voilà, et la vallée de l'humilité. Et la vallée de l'humilité. Oui. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Enfin, on a appris beaucoup de choses. On a surtout appris qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas grâce à toi. Mais j'espère que ça aura donné envie aux gens de se saisir de ces enjeux et d'apprendre. Ah, j'avoue que moi, l'avantage, c'est que de faire du domicile et du déplacement, je le dis pour mes confrères et consoeurs qui font de la rurale ou de l'équine, écouter des podcasts ou mettre ça en audio dans la voiture, c'est un bon moyen de nourrir l'imaginaire et de se documenter. Pour la canine... En chire. Moi, j'ai des gens qui écoutent mes vidéos de formation en chire. Ouais, faut pas faire trop de bêtises quand même, mon chien. Il faut rester concentré. Ouais, mais sur des chires que t'as l'habitude de faire, tu vois. Mais ouais, non, mais c'est possible et c'est juste, c'est une question de... Et je pense que c'est vraiment des sujets qui... Encore une fois, moi, je pense dans une clinique, moi, ça me manque un peu l'activité en clinique parfois, ce côté équipe, d'arriver à prendre ces enjeux au niveau d'une équipe et de se dire, OK, comment on va évoluer en termes de structure, de se poser ces questions-là, voire éventuellement de contacter Ecoveto ou VPB sur ces sujets-là, de voir qu'est-ce qu'on veut mettre en place, quelles sont les actions, quelles sont les campagnes éventuellement qu'on peut rejoindre. Ça apporte du bien-être en fait dans notre travail. Dans un monde où parfois on est un peu en perte de sens, de se dire, OK, on fait ça, mais de toute façon, on est tous foutus, quoi. Comme tu disais, on a un peu ce côté négatif. Moi, je sais que dans ma pratique quotidienne aujourd'hui, vétérinaire pour la biodiversité, enfin, ce que je fais pour cette association, ce qui n'est pas forcément... Enfin, j'en fais beaucoup parce que je suis investi dans vraiment... J'ai du temps pour ça. Je travaille qu'à temps partiel. Ça reste quand même ce qui donne le plus de sens, je pense, à ma profession, à mon travail. Aujourd'hui, c'est ce que je mets en place là-dessus. C'est vraiment une dimension beaucoup plus large et beaucoup plus positive que simplement la gestion de médecine individuelle. Ça donne tout son sens à notre rôle en termes... Encore une fois, on a une profession de santé publique. Il ne faut pas l'oublier. Et ce serait trop dommage de se limiter à notre rôle dans la santé animale alors qu'on est tellement plus large que ça et on a des compétences qui... Enfin, moi, il y a encore un an, j'étais pas du tout compétent sur ces sujets-là. Mais on a une capacité, une facilité à apprendre, que ce soit de manière individuelle, on peut s'auto-former sur plein de choses. C'est vrai que moi, dans ma vie professionnelle, j'ai tantôt travaillé avec des éléphants de mer, tantôt avec des chimpanzés, des gorilles, et aujourd'hui avec des bovins, et maintenant avec des chiens et chats, et parfois des lapins ou des nacs. Et c'est pas juste individuel. Je pense qu'on est tous capables de se diversifier dans nos pratiques et d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est aussi un peu ce qui nous nourrit, je pense. On a tous cette soif de... Je connais pas un veto qui n'a pas une soif de connaissance. Le tout, c'est vers quoi on tend nos appétences, c'est dans quel but, dans quel objectif. Là. Au service de quoi on met nos compétences de vétérinaire. Bon, espérons que suite à ce podcast, les mettront au service d'un meilleur monde dans 10 ans et dans 30 ans. Enfin, merci beaucoup, Alex, c'était hyper intéressant. Merci à toi, Charlotte. Et puis, au plaisir, moi je suis adhérente à VPB, donc on se verra dans la newsletter. Avec plaisir, merci. Dans cet épisode, on a compris une chose essentielle. La biodiversité influence directement la santé animale et nos décisions de santé animale ont, elles aussi, un impact sur la biodiversité. Concrètement, dès demain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se poser la question des résidus médicamenteux que nos pratiques génèrent. Les antiparasitaires, les biocides, les molécules administrées par voie orale et ce qu'elles deviennent une fois relarguées dans l'environnement. Ça veut dire, côté vétérinaire, rappeler les précautions simples après un traitement antiparasitaire, comme le ramassage des selles ou l'évitement de la baignade après une application cutanée. Ça veut dire aussi, pour les propriétaires, comprendre que ces gestes-là ne sont pas anecdotiques, mais qu'ils font une vraie différence à l'échelle collective. Pour aller plus loin, on peut s'appuyer sur des ressources concrètes, comme celles proposées par Ecoveto, qui recense des gestes simples pour rendre nos pratiques plus soutenables et questionner, par exemple, l'usage des biocides. Parce que ce qui nous paraît parfois anodin en consultation ne l'est pas du tout une fois relâché dans l'environnement. Nous, vétérinaires, sommes au début de la chaîne. Et quand on maîtrise le début de la chaîne, on influence tout ce qui suit. Si cet épisode vous a donné envie de réfléchir autrement à l'impact de vos décisions médicales ou de changer quelques-unes de vos pratiques dès demain, alors il a rempli son rôle. Et si vous voulez soutenir une profession qui s'engage concrètement sur ces sujets, vous pouvez aussi rejoindre Vétérinaire pour la biodiversité. L'adhésion est simple, accessible, et c'est un signal fort envoyé collectivement. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner au podcast et à laisser un avis. C'est ce qui permet à la truffe dans la gamelle de continuer à exister et à toucher plus de personnes. Merci.